Bonjour, depuis que j'ai tourné ma dernière vidéo, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Je vais donc faire une série de vidéos pour compléter et parfois corriger la dernière. Pour bien comprendre la suite, il faut retenir une définition importante. La discrimination consiste, selon le Larousse, à séparer, distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs. Tout d'abord, j'ai fini ma vidéo en disant que je plaisoyais, oui, plaisoyer existe, le féminisme traditionnel, mais que je mensoyais, oui, mensoyer existe aussi, tais-toi, le féminisme moderne. En faisant des recherches, j'ai vu que l'on classait le féminisme en 3 vagues. Première vague. Il s'agit d'obtenir des droits civiques tels que le droit de vote et la fin de la minorité éternelle des femmes, ainsi que le droit de la vie de tous les jours, tel que le fait d'avoir un carnet de chèques ou de faire des études sans l'accord du mari. Ça, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord et je n'ai rien à remettre en cause. Deuxième vague. Il s'agissait de la liberté sexuelle et du droit de disposer de son corps avec des demandes telles que le sexe avant le mariage, la contraception et l'avortement. Je pourrais dire que je ne remets pas ça en cause, mais en réalité, c'est que ça m'importe peu. Troisième vague, c'est la vague marquée par le genre. Elle avance l'idée d'un système de domination masculine mondiale et tellement puissant qu'il en soit invisible. Elle rejette les sciences à l'encontre de ces théories, non sur des faits, mais sur le fait que les sciences seraient inconsciemment les complices d'une science masculine. C'est cette vague que je rejette parce que je la trouve complotiste. Apparemment, il y aurait une quatrième vague, mais elle est très récente et il y a peu de choses dessus. Pour revenir à la troisième vague, j'ai découvert qu'elle s'insérait dans le discours du système de domination. Ça vient aussi en partie de notre copain Bourdieu. Vous avez sûrement déjà entendu du mâle, blanc, hétéro, cis. En fait, ce discours dirait qu'il y a un système de domination mondiale avec une hiérarchie, des hommes sur les femmes, des blancs sur les non-blancs, avec une définition du blanc qui varie et qui est souvent bizarre. Des hétéros sur les homos, des cis, ça veut dire ceux qui sont pas transsexuels, sur les transsexuels. Ces différents discours se rejoignent parfois, c'est ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. Ils utilisent à peu près tous les mêmes arguments. La troisième vague se distingue seulement par le refus d'une quelconque origine biologique ou utilitariste des différents hommes-femmes. Aussi, je piocherai des exemples dans l'ensemble de ces discours. Un argument assez intéressant est le suivant. À la question « qu'est-ce qu'un homme ?», on peut répondre l'une des définitions suivantes. Avoir un pénis, avoir une barbe, avoir une 23e paire de chromosomes XY, avoir des organes génitaux externes. À ça, ils répondront qu'il existe des cas, certes extrêmement rares, de femmes ayant certains des caractères ci-dessus. Leur conclusion est qu'il n'existe pas vraiment de sexe biologique, faute d'un critère discriminant. C'est très intéressant, ça s'appelle le paradoxe Sorite, littéralement le paradoxe du tas. Il se présente comme suit. Premièrement, un grain de sable n'est pas un tas de sable. Deuxièmement, ajouter un grain de sable à un non-tas de sable n'en fait pas tout d'un coup un tas de sable. Résultat, les tas de sable n'existent donc pas. On voit tout de suite l'absurdité de cette conclusion. Le problème vient de la limite que l'on met à la définition de tas. Tout à chacun sait ce qu'est un tas, mais personne ne saurait donner un critère qui sépare tous les tas de tous les non-tas. Un exemple encore plus clair. Ça, c'est du bleu, il n'y a pas de débat dessus. Ça, c'est du violet, il n'y a pas non plus de débat dessus. Mais pourriez-vous me donner la longueur d'onde qui est du violet et dont l'onde qui est un centième de nanomètre plus grande est indubitablement du bleu? C'est impossible, vous ne saurez même pas les distinguer à l'œil nu. Vous pouvez dire en effet que si l'on n'a pas de critères absolument discriminants, on ne peut pas définir de catégorie. Mais, dans ce cas-là, en plus de renoncer à l'ensemble des couleurs, il faudra par exemple renoncer au concept d'humain, car l'évolution est continue, et même au concept de vivant parce que l'on n'a pas de définition précise du vivant. J'ai trouvé ces deux derniers exemples dans le livre L'ironie de l'évolution de Thomas Durand, alias Assermendax de la chaîne La Tranche en Biais. Il décrit comment la théorie de l'évolution explique l'apparition des créationnistes. Je vous le recommande très fortement. Je crois que cela est dû à un biais cognitif courant, l'essentialisme. Dans la nature, il est bon de pouvoir rapidement identifier son environnement, et donc de distinguer l'inoffensif, du dangereux, le comestible, du non comestible. Il est donc logique que l'évolution nous ait porté à faire très vite des catégories. Cependant, dans le monde moderne, une telle propension nous trompe. Dans ma dernière vidéo, je me suis concentré sur la discrimination entre les hommes et les femmes. Rappelez-vous, pour un trinôme de degré 2, on calcule le discriminant. Selon la valeur de ce discriminant, on appliquerait une formule différente pour trouver 0, 1 ou 2 racines réelles. La discrimination implique une relation de cause à effet et une volonté, la discrimination change donc les proportions. Cependant, toute différence de proportion n'est pas forcément due à une discrimination. Un exemple, on retrouve bien plus de bêtes à fourrure ou avec de la graisse sous-cutanée loin de l'équateur que près de l'équateur. Cela est dû au fait que ces caractères sont un avantage évolutif dans les régions froides. Personne n'a voulu cette disproportion. Partant de la discrimination, il est en effet choquant de donner ou non l'investiture à quelqu'un en fonction de son sexe. Je me suis concentré là-dessus, mais je me suis rendu compte que certains trouvaient que le fait même qu'il y ait peu de femmes élues, que ce soit voulu ou non, était en soi un problème.
Pour défendre cette position, ils ont les arguments suivants. Les femmes étant à l'heure actuelle une minorité, il serait moins tabou de les insulter de façon sexiste ou de les agresser sexuellement. Oui Denis, je te parle à toi. Tout d'abord, c'est vrai, ça ne remet pas en cause le principe d'égalité de tous les citoyens. De plus, à cela, je répondrai que les insultes sont monnaie courante politique. Ta gueule! On les emmerde. Vous crédit. Poussez-moi cette vermine. Monsieur Fillon, Mediapart acclame aujourd'hui votre traité. Et je pense que si la nature des insultes peut différer entre un homme et une femme, leur violence reste la même. Concernant les agressions sexuelles, ces dernières sont faites dans l'intimité, et je ne pense pas qu'une plus grande proportion de femmes ait une influence dessus. Surtout, les femmes représentent 51,55% de la population française. Il faudrait donc qu'il y ait la même proportion de femmes à l'Assemblée nationale. C'est une question que je trouve très intéressante car elle montre un débat démocratique. Les élus sont là pour représenter le peuple, et non pour en être le miroir. Ils doivent retranscrire les inspirations du peuple français, seul souverain légitime de la République française, et pas usurper sa parole. Je me souviens de ce débat sur un référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Qui engage la parole de la France au plan international. Non, madame, le peuple français a voté non contre le traité. Donc, oui, la ratification de 2007 je suis parlementaire. Il me semble que nous ne sommes pas passés à un régime référendaire de démocratie directe. Non, mais... Les traités qui ont été ratifiés par mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat ne sont pas des paillassons sur lesquels vous devez vous essuyer les pieds. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est conforme à la Constitution. Donc vous ne pouvez pas dire que lorsque la France a signé et ratifié des traités, quand elle a pris des engagements, on s'assoit à ce point dessus. Je m'y assois, Madame Goulard, comme on s'est assis sur la volonté du peuple français. Olivier, laissez terminer. Ce n'est pas vrai. Le traité que le peuple français a rejeté a été abandonné. Un autre traité a été négocié. Il se trouve quand même qu'il y avait 18 pays dont les peuples ne valent pas moins que le nôtre, qui avaient, par des référendums ou via leur parlement, il y en a eu un de référendum. Il y a eu 2 référendums. Il y en a eu un en Espagne, il y en a eu un au Luxembourg. C'est pas beaucoup sur l'ensemble. Mais je ne suis pas favorable uniquement à la démocratie référendaire. Mais c'est très bien, madame. Sur le plan juridique, il est indéniable que, démocratique ou pas, tout traité engage la France. La question la plus importante est celle de la légitimité. Pour Goulard, le Parlement peut aller contre un acte direct du peuple français car il le remplace. C'est une vision antidémocratique très dangereuse à mon goût. Ainsi, non seulement une femme députée devra représenter à la fois les hommes et les femmes, mais elle devra en plus représenter les ruraux si elle est urbaine, les patrons si elle est salariée, etc. Les députés doivent sans cesse explorer la volonté du peuple souverain afin de le servir au mieux. C'est pourquoi je n'avais même pas pensé au premier abord que la disproportion homme-femme à l'Assemblée nationale pouvait être un problème en soi. Dernier point, j'ai vu cette vidéo de Science for All dans laquelle il explique qu'il faut s'attaquer aux meilleurs arguments opposés et pas aux pires car on peut toujours trouver des arguments débiles pour toutes les positions, aussi folles soient-elles. Par exemple, au 19e siècle, on disait que le chocolat était aphrodisiaque. C'est complètement faux, mais cela implique-t-il qu'il ne faut plus manger de chocolat? J'ai pris l'exemple de Monet et de son expérience terrible. Mais, en fin de compte, je crois que la plupart des tenants du genre désapprouvent cette position. J'ai essayé de le faire avec cet argument de l'inégalité homme-femme. Je vais essayer de continuer, mais je ne garantis rien car c'est un piège dans lequel il est très facile de tomber. C'est tout pour cette vidéo, j'approfondirai d'autres points plus en détail dans les prochaines vidéos. Enfin, si les viewers sont heureux.